Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Les haut-parleurs. Émission assez spéciale aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Bénédicte, je travaille au SIMS, je suis la chargée de prévention du SIMS. Et aujourd'hui on a mis cette action en place qui s'appelle Blablapsy. Donc on voulait discuter de la santé mentale sur les campus parce que c'est une priorité de santé fixée par les établissements de l'université fédérale et parce que c'est une réelle problématique de santé pour les étudiants. Et donc cette action elle est multipartenariale, elle est en collaboration avec la mairie, donc le SIMS de l'Université fédérale, les haut-parleurs et Campus FM, l'hôpital Gérard Marchand. Et donc aujourd'hui on est au sein d'un campus pour parler de toutes ces choses. Et voilà, je fais juste un rappel sur les gestes barrières. Pensez bien à être éloigné de 1 mètre, de mettre votre masque. Il y a du café et il y a une personne qui le sert pour... une personne qui sait bien laver les mains pour être sûre de ne pas être vecteur du coronavirus. Donc merci à tous les partenaires et merci à tous les étudiants qui discutent de santé mentale. On est ici devant l'esplanade du Crous, donc le resto U de UT3 avec un dispositif, le Blablapsy, santé mentale, si on en parlait, avec le conseil local de santé mentale de Toulouse. Bonjour, tu peux me dire comment tu t'appelles? Amric. Tu viens faire quoi là sur le coup? On m'a proposé de parler de schizophrénie, donc je veux voir ce que vous avez à dire sur ça. Ok. Alors c'est quoi la schizophrénie selon toi? C'est très difficile à définir, apparemment il y a plusieurs degrés de schizophrénie. Ça peut aller jusqu'à entendre des voix, mais ça peut aussi être moins fort que ça. Et je pense que ça va avec d'autres troubles aussi du comportement. C'est des choses que tu as pu observer par ailleurs chez des personnes? Non, pas vraiment. Je crois pas connaître des cas dans mon entourage, mais on en entend parler certainement, ouais. Et avec la crise du Covid, tu sens qu'il y a un petit peu plus de fragilité, de vulnérabilité mentale autour de toi? Oui. Mon coloc, par exemple, je sais, pour parler d'un cas que je connais du coup, il est resté tout seul pendant le confinement et je pense que ça l'a, pas gravement, mais ça l'a un peu affecté, oui. Mais jusqu'à parler de schizophrénie, je pense pas, mais il a été suivi, ouais. Voilà. Tu trouves que c'est plutôt bien là, de pouvoir discuter comme ça Oui, après je pense que il y a des gens qui vont pas forcément vouloir venir et se faire remarquer pour ça, donc je pense que c'est important qu'il y ait un peu de privacité dans ce domaine-là, mais qu'il y ait la possibilité que des gens, s'ils désirent, aillent voir et en parler librement. Mais voilà, il faut que ça puisse se faire discrètement, on va dire, dans leur cas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent ne pas s'afficher devant les autres, mais par contre, ils désirent quand même être suivis et en parler. Ouais. Donc ouais, je trouve ça bien qu'on puisse accéder à des services comme ça. Surtout s'ils sont gratuits, parce que c'est aussi une question d'argent. Donc tant mieux si y a des campagnes qui en parlent. Et le café avec. Et le café, ça aide, ouais. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci à vous.
Nous sommes bénévoles de la semaine de l'étudiant. Bon, aujourd'hui, on parle sur la santé mentale et toutes les discriminations qu'il y a. Et bon, on a du café, des brochures et des professionnels pour en parler. Oui, bonjour, je suis Céline Serriot, je suis psychologue au CIMS. Donc le CIMS, c'est le service interuniversitaire de médecine, de prévention et de promotion de la santé des universités. Donc moi, je travaille sur les 3 universités toulousaines. Et donc on reçoit gratuitement et confidentiellement les étudiants qui ont besoin d'un suivi psychologique et on les accompagne tout au long de leurs études. Très vaste question, puisque la schizophrénie, il y a des définitions psychiatriques. Donc la schizophrénie, en fait, c'est une perte de réalité. C'est des patients qui, tout d'un coup, vont perdre contact avec la réalité et qui du coup, vont pouvoir avoir pour leur entourage des attitudes qu'on va pouvoir trouver bizarres. Alors après... moi je suis pas psychiatre, donc en général je fais pas de diagnostic et c'est pas moi qui vais poser le diagnostic de schizophrénie. Moi ce que je vais faire dans mon travail de psychothérapie, c'est accompagner le patient pour essayer de voir où il en est par rapport à sa pathologie, pour arriver à voir comment elle est compatible avec sa vie actuelle et comment pouvoir l'accompagner justement pour éviter, parce que finalement si on travaille à l'université aussi, c'est que la schizophrénie justement c'est un trouble qui commence à se déclencher au début de l'âge adulte. On sait que le plus grand nombre de déclenchements psychotiques, comme on dit, se font au début de l'entrée dans l'âge adulte, que c'est une période charnière. Donc c'est aussi un moment où finalement on peut éviter que le trouble devienne trop chronique et faire en sorte que les gens puissent peu à peu savoir comment gérer leur maladie et comment ne pas rentrer dans un trouble chronique trop grave. Voilà. Pour faire une petite blague, il y a les étudiants qui sont en psycho et puis il y a ceux qui sont en psychotropes. Avec la schizophrénie, les psychotropes, c'est pas très bon. Alors, il peut y avoir avec le cannabis notamment, il peut y avoir des déclenchements. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bouffées délirantes dues au cannabis qui vont pas forcément être le début d'une psychose chronique et qui peuvent être quelque chose d'isolé, mais qu'il faut bien prendre en charge pour voir si justement c'est quelque chose qui va être induit par le produit ou si c'est quelque chose qui est venu fragiliser une structure qui était déjà existante et qui va avoir révélé quelque chose qui était en sommeil, si on peut dire. Voilà. Là, avec la crise sanitaire, il y a une augmentation a priori des demandes d'écoute par les étudiants. Alors nous, on a toujours eu beaucoup de demandes, donc je ne peux pas vous dire s'il y a une augmentation de la demande, puisque nous, on a une capacité d'accueil qui est limitée, donc on ne peut pas... Mais je pense qu'il y a toujours eu beaucoup de demandes. C'est-à-dire que plus on va embaucher des psychologues à l'université, plus on se rend compte qu'il va y avoir de la demande. Et ça a toujours été, enfin nous, c'est un pôle de la médecine préventive qui est vraiment... on est full. il y a beaucoup de monde. Et là, avec la Covid... pour l'instant, pas plus. Je trouve faudrait demander à mes collègues qui sont à l'accueil, puisque moi, j'ai mon emploi du temps qui est plein tout le temps. Ça, il faudrait voir avec les infirmières si elles ont constaté plus de demandes en cette rentrée que pendant la rentrée précédente. Si j'entends bien, ça veut dire toute l'année, c'est plein, en fait, vos services, en termes d'écoute ? Oui, alors il y a toujours des périodes qui sont un petit peu plus... où il va y avoir un petit peu moins d'activité, c'est-à-dire à la rentrée, quand les étudiants ne sont pas encore complètement arrivés, et à la fin, au niveau des vacances, quand ils sont partis, quand les étudiants qui n'habitent pas Toulouse sont partis. Mais sinon, oui, on est beaucoup à flux tendu, puisque comme on propose, à partir du moment où les étudiants s'inscrivent, ils payent une cotisation à la médecine préventive, ce qui nous permet de fonctionner. Et donc, du coup, après, ils ont accès gratuitement. Donc, ce qui fait que dans un budget étudiant, il y a
c'est quelque chose dont il ne pourrait pas se payer. Une consultation sur Toulouse chez un psychologue à l'heure actuelle, c'est 50 € la séance. Donc dans un budget étudiant, c'est pas possible d'avoir un suivi régulier avec un tel budget. Donc du coup, nous, oui, on a beaucoup de demandes et on est quasiment tout le temps plein. Bonjour, tu peux nous dire comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Nicolas. Les choses, les questions de la santé mentale, c'est quelque chose que tu as pu rencontrer? C'est des questions que tu te poses? Pas du tout, non. Enfin, c'est des questions auxquelles je suis pas forcément très intéressé, parce que ça concerne pas du tout mon entourage et moi personnellement. Après, enfin, c'est des questions qui sont importantes dans la société, mais j'avoue que je me suis jamais particulièrement intéressé, donc je peux pas vraiment en parler, quoi. Ouais. T'es pas sujet à de gros stress pendant tes études, par exemple? Non, parce qu'il y a une bonne solidarité à l'intérieur du groupe d'amis, qu'il y a aussi l'habitude au fur et à mesure des années, qu'il y a beaucoup d'activités en parallèle les unes des autres, et du coup on se rassure au fur et à mesure, et il n'y a pas forcément d'énormes stress, non. Mais tu penses qu'autour de toi, il n'y a pas plus de besoin que ça de parler de ce type de thématique? Je pense que c'est toujours important d'en parler, dans quelques conditions et conversations que ce soit, mais je pense qu'il y a aussi une manière d'aborder le sujet et d'en parler et de se renseigner de la bonne manière, si je puis dire. Souvent, on ne se rend pas vraiment compte. C'est-à-dire même dans son cercle d'amis, on peut a priori ne pas avoir l'impression qu'il y en a qui sont affectés et au final, c'est des choses qui sont cachées. Et on peut s'en rendre compte et on peut les faire ressortir qu'avec un accompagnement. Donc oui, des fois on a l'impression que tout est bien autour de nous et c'est pas forcément le cas. Même soi-même, on n'est pas capable de s'en rendre compte sans avoir été suivi, quoi, ou pouvoir en parler. Ok, c'est parfois difficile d'ailleurs de catégoriser le comportement humain. Par exemple, une catégorie qui est un peu moderne, entre guillemets, c'est borderline. Est-ce que vous pouvez nous en parler, par exemple? Est-ce que ça correspond à une évolution de nos jeunes et de leurs pratiques, le borderline? Alors oui, après ce qui est compliqué en psychologie et en psychiatrie, c'est qu'il y a différentes appellations pour différents types de pathologies et ces appellations dépendent du courant d'inspiration théorique de chaque praticien. Et c'est en ça où c'est difficile, puisque finalement, borderline, le thème borderline, ça vient plus de la psychanalyse et ça va être quelqu'un qui est à la limite, donc qui sera entre la psychose et la névrose. C'est quelqu'un qui est entre les deux, donc qui va avoir des mécanismes de défense qui vont être des mécanismes psychotiques, de déni et qui va avoir certains fonctionnements qui vont être plus névrotiques. Mais je pense que si vous voulez parler des jeunes, quelque chose qui correspond plus, ça va être des pathologies du narcissisme. Des pathologies où finalement c'est des jeunes qui vont avoir besoin de beaucoup du regard des autres, qui vont avoir des difficultés à être seuls et qui peut-être aussi à cause de cette image omniprésente dans les réseaux sociaux et ils sont toujours en confrontation avec l'image. Donc toutes ces pathologies du narcissisme, c'est des pathologies, oui, qui sont de plus en plus, je trouve, présentes. Il y a quand même quelque chose de fragile dans la construction de l'identité de cette nouvelle génération. Allez, on fait un petit tour de grande table. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 33 ans. Je vais parler un tout petit peu de mon parcours parce que c'est ce qui m'a amené au dispositif. Je suis tombée malade à l'âge de 16 ans. Je suis tombée dans l'anorexie jusqu'à l'âge de 24 ans. À l'âge de 24 ans, j'ai été hospitalisée 2 fois. 2 hospitalisations de 5 mois chacune où j'ai été déclarée bipolaire. Donc il y a 11 ans. Quand je suis sortie de ma première hospitalisation, j'ai arrêté tous les traitements du jour au lendemain, ce qui a fait que j'ai dû faire une 2e hospitalisation et en sortant, c'est là que j'ai décidé de suivre les traitements, de me faire suivre par un psychiatre et donc là ça fait 10 ans que je suis en rémission. J'ai beaucoup appris sur moi-même parce que j'ai vraiment suivi
Je suis vraiment depuis 10 ans mes séances avec le psychiatre qui m'aident à avancer, qui m'aident à débloquer certaines choses qui sont dans ma tête, sur lesquelles je n'avais pas forcément de point de vue, et qui m'aident progressivement aussi à m'ouvrir aux autres, parce que quand on rentre en hospitalisation, le problème c'est qu'on devient un peu, surtout si on assume sa maladie, on devient un peu persona non grata. Donc c'est important à ce moment-là d'avoir quelqu'un qui nous aide à nous resociabiliser et à revenir un peu vers les gens et à réapprendre à vivre en fait. Comment quel regard tu as sur la prise en charge que tu as vécue donc, pendant ces plusieurs années? Alors, je vois des psychiatres depuis que je suis très jeune, depuis que j'ai 14 ans. Ça s'est jamais bien passé. Donc j'allais à quelques séances, j'arrêtais. J'allais en voir un autre, j'arrêtais. Et au final, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas s'accorder avec tout le monde. Donc c'est très important en fait de savoir dire non quand on n'est pas à l'aise face à une personne et de trouver la personne qui va réussir à faire qu'on va être capable de sortir ce qu'on a dans les tripes. Un petit conseil, une proposition, un message. Surtout ne pas hésiter d'en parler. Et si on a des soupçons, si on a des doutes, ne pas hésiter d'en parler si on connaît des personnes, ne pas hésiter de se tourner justement vers des associations, ne pas hésiter à poser des questions et éviter de rejeter les personnes qui, elles, sont malades, commencent justement ce travail de développement et commencent ce travail sur eux-mêmes, de les aider, de ne pas les rejeter et d'être là pour ces personnes, de les aider. Merci Margot. Est-ce que des remarques peut-être sur alors soit les témoignages des étudiants ou de Margot juste avant là on est sur plus la bipolarité, voilà, donc qu'est-ce que ça vous inspire tous ces témoignages? Alors moi excusez-moi, c'est pas forcément sur la bipolarité que je vais rebondir sur le témoignage de Margot, mais c'est plutôt le fait quand elle dit que finalement elle n'a pas réussi à rencontrer un interlocuteur, un professionnel avec qui elle se sentait bien. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très très important dans la prise en charge des patients. C'est-à-dire de pouvoir arriver à avoir quelqu'un souvent vous ramenez au diagnostic, mais je pense que le diagnostic, c'est important à un moment que quelqu'un le pose, qu'il y ait un psychiatre qui le pose, mais c'est important à côté pour les patients de pouvoir faire un travail où ils apprennent à savoir qui ils sont, c'est-à-dire un travail de création, un travail de trouver qui ils sont avec la maladie et en dehors de la maladie, c'est-à-dire qu'il faut trouver comment la maladie impacte dans la vie et qu'est-ce qu'elle empêche de faire et comment en dehors de la maladie, qu'est-ce qu'il y a d'autres parts de soi qui permettent de faire et de créer. Et je pense que dans une thérapie, 70 ou 80% de la thérapie va reposer sur le fait de la rencontre entre deux personnes, de la rencontre thérapeutique. C'est-à-dire de pouvoir trouver quelqu'un avec qui on va se sentir suffisamment à l'aise pour pouvoir dire et aller dans tous les petits coins sombres de son psychisme. Et que de l'autre côté, la personne accepte de vous accompagner aussi dans tous ces petits coins sombres et qu'elle soit pas un peu réticente. Et voilà, je pense que pour moi, en tout cas, c'est quelque chose par rapport à la santé mentale qui est très important, d'arriver à pouvoir construire une relation humaine, une relation thérapeutique où finalement on va construire quelque chose et c'est pas... évidemment que le thérapeute, il a un certain savoir, mais le savoir, il l'a aussi grâce aux patients. Et c'est les patients qui lui apprennent finalement où on va, comment elle fonctionne, la maladie, parce que nous, on ne sait pas, on ne l'éprouve pas. Donc il faut aussi pouvoir être à l'écoute de ce que les gens nous disent, de ce qu'ils ressentent, de comment ils sont perçus par les autres. Et voilà, je pense que, en tout cas du côté professionnel, je pense que c'est quelque chose de très important d'essayer de construire cet accompagnement. Voilà.
Il y a des différences d'un campus à un autre où les étudiants globalement ont à peu près la même relation à la chose de la santé mentale. Oui, moi je trouve qu'il y a des différences. Je pense que parce que d'abord on n'est pas sur les mêmes matières, donc du coup aussi en fonction de sa capacité à comprendre le monde et de l'organisation du monde, on va retrouver différents types de pathologies sur les différentes universités, même si c'est très schématique, hein. Au fond, on va retrouver un peu tous les types de pathologies sur toutes les universités. Mais aussi, ça dépend de l'université, comment elle accueille la différence. Il y a des universités qui peut-être l'accueillent un peu moins. Voilà. Mais il y a quelques petites différences qu'on peut noter. C'est pas très flagrant, mais il y a quelques petites différences. Ok. Est-ce que il y a un numéro de téléphone pour appeler quand on est en difficulté, 24-24 ? Alors 24-24 non, parce que nous le service, en tout cas pour notre service, 24-24 non, notre service il est ouvert de 8h30 à 17h, du lundi au vendredi. Donc les étudiants peuvent, j'ai pas la plaquette là, mais il y a le secrétariat ou l'accueil infirmier, ils peuvent retrouver les coordonnées sur internet, sur le site du SIMS, où là ils peuvent appeler soit la secrétaire, soit une infirmière pour dire qu'ils ont besoin d'un suivi psychologique, et à ce moment-là ils seront orientés. Et voilà, mais sinon 24-24 à ma connaissance, à part les urgences psychiatriques, il n'y a pas d'autres dispositifs. Alors c'est une grande question, comment éviter le piège du tabou et pas dire qu'on va pas. Je pense que les gens ont l'impression que d'être fort, c'est de ne jamais dire qu'on va pas bien. Alors que la force, c'est aussi d'aller demander aux gens quand on va pas bien d'aide, de savoir se faire aider et de pas. Il y a une image, je trouve, qui est intéressante. C'est une image qui pour parler du lâcher prise, qui montre quelqu'un qui tient une corde très fort et comment finalement la corde, elle va faire érosion sur la peau, et que si on veut pas lâcher prise, il y a la douleur. Alors que quand on lâche prise, finalement, il y a quelque chose comme un soulagement. Et des fois, je pense le fait d'aller mal, il faut aussi pouvoir lâcher prise pour avoir ce soulagement, et puis pour se dire qu'on a le droit des fois de pas être au top, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit de pas être performant, mais et c'est pas quelque chose qui va être durable, c'est quelque chose qui peut être grave si on le laisse à l'intérieur et que finalement ça macère. Mais si c'est pris à temps et si on sait après comment se positionner et comment dire non, je crois que c'est Margot qui disait qu'à un moment il faut savoir dire non à des situations, et ça je pense que c'est très important d'apprendre à dire non là stop, je peux plus, et voilà. Et puis je pense que ce qui est important aussi, c'est d'apprendre aux gens à découvrir qui ils sont, de pas être dans quelque chose d'un formatage, de vouloir ressembler, et que aussi la question de la santé mentale, c'est cette question-là il faut apprendre à devenir un sujet, à devenir quelqu'un, et il faut rencontrer des professionnels qui vont vous aider à vous construire là-dedans et dans le fait qu'on est quelqu'un d'unique, et voilà. Les haut-parleurs. Émission assez spéciale aujourd'hui. Pascal, moi je travaille à la mairie de Toulouse, je suis chargée de projet, et on a monté ce dispositif Blablapsy avec la fondatrice de l'association Toutes Volent Dehors, Emmanuelle Bourlier. Et l'idée c'est d'aller auprès des personnes et parler un peu de leur représentation sur la maladie psychique, avec l'idée que plus on change les regards sur les personnes, plus ça les aide à se sentir mieux et être en phase de guérison, réhabilitation, etc. Donc on expérimente différentes choses, on essaie de mettre des brochures à disposition pour ceux qui n'ont pas envie de discuter, on essaie d'aller voir les personnes quand elles n'osent pas trop venir, avec des petites questions d'entrée pour discuter. Normalement on offre le café quand c'est pas la période du Covid.
même des petits biscuits, tout ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Et en fait, on se rend compte que tout le monde a quelque chose à dire sur le sujet et c'est chouette d'en parler. Depuis quand le dispositif BlablaPsy ? 2018, on a fait les premières expériences pendant les semaines d'information sur la santé mentale de 2018. Et puis après, c'est selon les opportunités. Et avec les personnes qui veulent bien être à bord du camion, enfin autour du camion. Voilà, on va par exemple, à l'occasion des rencontres Ville et Handicap de novembre, on va avoir 3 occasions de sortir. Voilà, et puis on ira aussi dans 2 communes de Toulouse Métropole qui étaient intéressées par le dispositif, Tournefeuille et puis je ne sais plus quelle commune. Voilà, on sent que ça fait écho chez pas mal de personnes. Et ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre, j'espère que ça pourra s'amplifier, même voilà, en essayant d'avoir des outils de com un peu plus percutants et puis plus de facilité à aller auprès des personnes, au-devant des personnes. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier, genre marchand. C'est bien.